plus largement des intrants Ça n'a pas de agricoles. poids de paiement. Question financière dans un premier temps, À votre parce que avis, derrière, pourquoi La situation de l'élection du président La Macron est distribution assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture sur le plateau de Yara. Et justement, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Broutin. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes président de Yara. On va parler d'un sujet très important. L'agriculture est-elle otage d'une guerre mondiale? Pour en parler, j'ai aussi le plaisir donc d'accueillir Alessandra Kirsch. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous représentez ici le think tank Agriculture et Stratégie. À vos côtés, Thierry Pouche. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Économiste bien connu, donc chez Chambre d'Agriculture France. Et puis, à ma gauche, Patrice Boyon. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Éditorialiste pour Ouest France. Alors, Patrice, on démarre très directement. Vous êtes allé 5 fois en Ukraine, donc ces derniers temps. L'agriculture en Ukraine aujourd'hui, plus que jamais, c'est essentiel. Surtout, ce conflit nous a rappelé l'importance du bassin de la mer Noire sur le marché mondial des céréales. C'est Antonio Guterres qui avait rappelé au printemps le risque d'un ouragan de famine parce qu'il y avait ce blocus des ports céréaliers de la mer Noire. Donc effectivement, c'est vraiment l'importance de cette région dans l'équilibre alimentaire mondial. Qu'est-ce qui vous a marqué là-bas? Alors, deux choses qui m'ont marqué. La première, c'est que les agriculteurs ont vécu une année cataclysmique. Il faut savoir que les plus riches terres céréalières sont dans l'est de l'Ukraine, donc sur la zone de front. La deuxième chose, c'est le poids de l'histoire. C'est-à-dire que dans toutes les fermes, les villages où je suis passé, à un moment ou à un autre, les agriculteurs me rappelaient à la grande famine de 1933 organisée par Staline pour faire plier les Ukrainiens et les koulaks, ceux qu'ils appelaient les gros paysans ukrainiens, avec en un an près de 5 millions de morts. On n'a pas de statistiques très précises, c'est une approximation puisque le responsable des statistiques avait été fusillé par Staline. Fusillé, ouais. Alors on voit différentes images là que vous avez rapportées. Qu'est-ce qu'on doit en retirer comme... D'abord, l'importance des destructions, notamment au début de la guerre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, notamment dans les villes, vivent avec cette menace permanente d'attaques de missiles, de drones suicides. Et puis, la difficulté pour les agriculteurs aujourd'hui, parce qu'il y a une incertitude, puisqu'il faut savoir qu'il y a eu un accord qui permet d'ouvrir ce corridor au commerce des céréales, mais il arrive à expiration le 17 mars. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un décalage très important entre les cours mondiaux et les prix départ fermes parce que les intermédiaires en fait font payer le prix fort aux paysans ukrainiens. Et puis il y a un sujet dont on ne parle pas beaucoup, c'est celui de la libération du marché foncier en Ukraine. Il y a le Oakland Institute aux États-Unis qui vient de publier un rapport sur la course au foncier et notamment avec des grands fonds d'investissement qui regardent de près ce qui se passe en Ukraine. Alors l'an passé, on était au lendemain du début du conflit en Ukraine, on l'appelait comme cela. Aujourd'hui, on est un an après, donc on a un certain nombre d'enseignements et on va se projeter sur la question, est-ce qu'on est dans un conflit mondial aujourd'hui? La question, Thierry Pouche, on est dans un conflit mondial? Militairement, pas encore, même si ça prend un peu tournure avec les livraisons d'armes, évidemment. On avait peut-être aussi, sur les 15 ou 20 dernières années, l'idée d'une guerre économique mondiale. Aujourd'hui, on a l'impression qu'avec ce conflit en Ukraine qui pourrait s'étendre, se généraliser, tout le monde a en tête quand même le cas de la Chine et du conflit qu'il pourrait y avoir avec les États-Unis, parce que quand même pour Washington, c'est une priorité, la Chine. On a l'impression que maintenant, la guerre économique va se superposer ou va peut-être s'exacerber avec un conflit militaire qui pourrait se généraliser. Et là, précisément, la question de l'accès à l'agriculture, de l'accès à l'alimentation, de la maîtrise de la sécurité alimentaire va se poser de façon encore plus forte. On avait eu tendance quand même à penser depuis les années 90 que les questions agricoles, alimentaires, même les matières premières au sens large pouvaient être reléguées au second plan. La technologie, les accords de libre-échange, tout ça faciliterait les choses. Là, il y a une force de rappel terrible. Finalement, les questions agricoles redeviennent sur le premier plan et les priorités commencent à s'inverser aujourd'hui. Alessandra, on voit les pays vont justement nouer des alliances aujourd'hui pour l'alimentaire. Oui, il y a des pays qui nouent des alliances et l'alimentation est vraiment devenue une arme. Aujourd'hui, la Russie, elle détient des stocks de blé qui sont extrêmement importants.
Et du coup, elle arrive à convaincre certains pays de rejoindre sa cause pour pouvoir bénéficier de cet accès au blé, puisque à L2, la Russie et l'Ukraine, ça représentait plus de 50% des importations des pays africains notamment. Donc c'est une arme pour nouer des alliances et c'est ce qui joue énormément sur les cours des prix alimentaires au niveau international. On a eu une flambée du prix de l'énergie qui a engendré une flambée du prix des transports et tout ça a généré aussi une flambée des prix de l'alimentation. L'alimentation coûte très cher et pour les pays qui ne sont pas autonomes, il est absolument crucial de pouvoir s'en procurer. Alors, on ne sait pas vraiment où on en est du conflit entre les États-Unis et la Chine. Si c'est une réalité, le problème, c'est que les stocks de maïs, ils sont en Chine. Et pas que de maïs. Pas seulement que de maïs, hein. Il y a les stocks de blé, les stocks de maïs, les stocks d'orge. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que la Chine se préoccupe déjà depuis fort longtemps de son approvisionnement alimentaire et de sa sécurité. Parce que M. Moyon faisait référence à ce qui s'est passé en Ukraine dans les années de guerre, mais en Chine aussi, avec le grand bond en avant, il y a eu quand même une 50aine de millions de morts. Et donc les autorités chinoises sont aussi obsédées par l'approvisionnement alimentaire de façon à empêcher coûte que coûte les soulèvements populaires. Et donc de ce point de vue, on voit bien dans les chiffres que depuis 2008, c'est-à-dire depuis la crise économique et financière, avec cette première phase de flambée des prix, souvenons, il faut qu'on s'en souvienne quand même, la Chine s'est mise à acheter et importer massivement. Alors non seulement parce qu'elle ne peut pas couvrir par sa propre production agricole, et pourtant c'est une production importante, ses propres besoins intérieurs, mais c'est aussi pour se constituer des stocks de précaution, des stocks stratégiques sur les principales denrées de façon à pouvoir être un petit peu indépendante des approvisionnements futurs en cas de conflit. Et l'an passé, il y a un an, ici à la même époque, on recevait le président d'une division de la Commission européenne qui nous disait quand on regarde au niveau des pays européens, il y a peut-être 2 pays qui ont répondu à notre demande d'enquête sur est-ce qu'on sait faire des stocks ou pas. La France n'y était pas. C'était le Danemark et l'Allemagne de mémoire. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une logique de stock aujourd'hui. On n'est pas dans une logique de stock. Et ce que vous dites sur l'Allemagne est intéressant, puisque c'est quand même le premier pays européen qui dégage un déficit commercial agroalimentaire structurel aux alentours de 13-14 milliards de moyenne. Donc c'est quand même un pays qui se préoccupe de sa sécurité alimentaire. Et je crois qu'avec cette guerre, mais il y avait déjà les prémices avec la pandémie, la Commission européenne et les États membres doivent maintenant se préoccuper de cette question des stocks stratégiques dans un contexte de guerre, pour l'instant localisé à la Russie et l'Ukraine, mais dont on sait qu'il y a quand même des foyers de tension ailleurs qui pourraient élargir ce conflit. Là où on a eu l'impression de savoir faire des stocks, c'est sur le gaz peut-être, et encore un peu en retard. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ça a été dit, l'énergie est une arme de guerre. L'alimentation est une arme de guerre et les engrais quelque part sont une arme de guerre puisqu'ils sont fabriqués à partir d'énergie et on sait le poids de la Russie notamment dans la production mondiale. Je prendrai l'exemple de la potasse. 45% de la production de potasse mondiale, c'est la Russie et la Biélorussie. Donc dans un conflit qui n'est pas militairement mondial, mais dans une problématique qui l'est clairement, puisque le monde est extrêmement divisé, quand on a des concentrations de production qui sont telles, et qui avant étaient quelque part régulées par des échanges internationaux, qui le sont beaucoup moins aujourd'hui, oui, les tensions sont fortes. Alors, c'est vrai, Jean-Paul, on ne s'attendait pas à ce que l'Europe gère la situation gazière de façon aussi... efficace, oui. Puisqu'on était très inquiets au mois d'août 2022. L'hiver s'est plutôt bien passé. Maintenant, les problèmes peuvent toujours se présenter devant nous. Je pense que la tension va rester forte. Et cette division du monde maintient sur l'agriculture et sur la production agricole une pression extrêmement forte. Sur le métier des engrais, ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'agriculteurs n'ont pas utilisé d'engrais. En Europe, c'est à peu près 5% de baisse de consommation en lien avec ces problématiques d'approvisionnement et de prix. En Afrique, 25%. Donc on est quand même dans une problématique aujourd'hui de production agricole au niveau mondial, au niveau européen et au niveau français que nous devons travailler impérativement. C'est-à-dire que vous avez le reflet un peu par la sous-utilisation donc de l'engrais, de la sous-production qu'il peut y avoir. On est en décapitalisation, on est en baisse de production agricole.
Ça, c'est évident et c'est aussi vrai en France. Et si on se projette dans les mois à venir, vous dites la vague est derrière ou la vague est devant, Alors, ou vous ne savez pas? On va rester dans une situation très complexe, on va rester dans un monde très fragmenté, avec une influence géopolitique très forte qui rend aussi les décisions plus compliquées pour les entreprises. On a besoin du soutien des nations. On a besoin du soutien des nations, il faut s'organiser au niveau européen, il faut répondre à l'Inflation Act de façon évidente. Donc, moi, je pense que notre industrie est quand même en danger en Europe parce que nous devons la décarboner, on a des investissements importants à faire et on est dans une phase clairement de décapitalisation. On utilise moins d'intrants et il y a moins de production agricole. On va essayer de voir l'adaptation peut-être des schémas, des façons de penser l'agriculture. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que nos gouvernants sur le plan agricole ont intégré les changements de contexte? On n'est absolument pas outillé pour faire face à toutes ces fluctuations de prix. Là, aujourd'hui, on a vu des prix des intrants sur l'année dernière, les prix des engrais qui ont été multipliés par 3, 4, 5. Là, il y a des agriculteurs qui ont dû acheter, il y a quelques mois, des coopératives qui ont dû acheter pour leurs agriculteurs des intrants, des engrais à des prix extrêmement élevés, de l'ordre de 1 200 € la tonne pour de l'ammonitrate, qui coûtait 300, 400 € il y a 1 an et demi, ce qui est énorme. Et les agriculteurs ne savent absolument pas à quel prix ils vont vendre leur récolte cette année. Donc ils peuvent encourir une partie sur les marchés à terme, mais ce n'est qu'une petite partie. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que la variation de prix, elle est liée à la demande et à l'état des stocks. Et étant donné que les stocks ils sont gérés par des États qui priorisent leur population, comme la Chine, qui peuvent du jour au lendemain mettre en œuvre des restrictions aux exportations, les conditions de prix peuvent varier de semaine en semaine. Là, on a le blé, en début d'année, on était redescendu vers les 280 € tonne, on est remonté à 300 €, paf, on redescend à 280. On est dans une période où il n'y a aucune visibilité sur les prix, alors que les dépenses ont déjà été engagées pour mettre en œuvre les semis, pour avoir les cultures. Et donc, comme le disait monsieur, il y a une volonté de réduire la voilure pour assurer un petit peu le coût, réduire les dépenses de la part des agriculteurs, qui risque de mener et qui va mener à une baisse de production. Et ceci associé à différentes exigences au niveau de l'Union européenne, où vous avez une exigence en matière de diversification des assolements qui aboutit à une réduction de la sole en céréales. On va le voir cette année, il y aura moins de céréales du fait à la fois de la hausse du prix des intrants et à la fois des nouvelles exigences liées à la PAC. Patrice. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes qui sont liées au bassin de la mer Noire. La première chose, c'est que 30% en gros des terres, pour l'instant, n'ont pas été semées. La deuxième chose, c'est que l'accord sur les céréales qui avait été conclu sous l'égide de l'ONU et de la Turquie, le corridor, il arrive à expiration le 17 mars. Alors, l'Ukraine voudrait que sa reconduction soit faite sur 1 an, parce que ça donnerait de la visibilité. Mais évidemment, on peut penser que Poutine va utiliser ce sujet comme il l'entend. Alors, si vous dites qu'on n'est pas outillé, préparé, qu'on n'a pas fait évoluer les consciences, est-ce que vous pensez, Thierry Pouche, qu'il faut faire, de même qu'il y a un effort militaire à faire à un moment donné d'armement, est-ce qu'il faut faire un effort agricole d'urgence? Il y a une prise de conscience décisive et urgente à opérer à l'échelle de l'Union européenne. C'est-à-dire que toutes les ambitions qui avaient été affichées ces dernières années doivent être maintenant rattaché au contexte actuel. C'est-à-dire qu'on doit nécessairement déboucher aujourd'hui dans une reconfiguration des priorités sans forcément reléguer au énième plan la question environnementale, le fait que nous soyons dans un contexte tendu sur l'approvisionnement. Alessandra Kirch parlait tout à l'heure des restrictions aux exportations. L'Inde, par exemple, a multiplié ses restrictions sur le blé, sur le sucre, sur le riz. Donc on est dans une situation relativement complexe qui nécessite d'inverser cette priorité et de prendre conscience que désormais la production dans un contexte de guerre, dans un contexte de tension de marché, dans un contexte d'insécurité alimentaire croissante, la question de la production doit redevenir une priorité. Mais au niveau européen, on est très loin. Aujourd'hui, on parle d'appliquer les accords commerciaux, enfin on discute autour des accords commerciaux internationaux. On est très loin de cette stratégie du côté de la Commission. C'est pour ça que certains États membres, à commencer par la France, étant donné sa position de première puissance agricole, devraient peser justement dans les débats actuels sur la stratégie alimentaire de l'Europe. Devrait, c'est inconditionnel. Et c'est surtout, je répète qu'effectivement, on a besoin d'un soutien politique, on a besoin d'un soutien européen.
c'est pas du tout le bon moment pour une prolifération de la surtransposition à la française. Je prends l'exemple des ammonitrates qui vont être encore plus réglementés à partir du mois d'avril. Mais quel timing! Quel timing! C'est-à-dire que venir se mettre des contraintes de production dans ce moment où, au contraire, il faudrait tous ensemble se mettre autour de la table pour voir comment on fait plus, ce qui ne veut pas dire que ça sera au détriment de l'environnement, puisque nous avons des solutions. Je pense que là, il y a vraiment une prise de conscience nécessaire et extrêmement urgente. Il y a un risque sur la production. Il faut inverser les priorités. Je pense que là-dessus, on peut aussi pointer le fait qu'il y a une vraie incohérence profonde de l'Union européenne, notamment sur la question des engrais, où là, on vient de décider un abaissement des taxes anti-dumping pour certains engrais azotés. En parallèle, on va mettre en œuvre un truc qui s'appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui va renchérir le prix des engrais à l'importation. Et en parallèle, on demande une décarbonation des engrais qui va aboutir à des engrais qui vont coûter plus cher parce que le processus de production coûtera nécessairement plus cher. Donc d'un côté, on essaye d'abaisser le prix parce qu'on voit bien que les agriculteurs n'arrivent pas à s'en sortir et n'arrivent pas à financer leurs intrants. Et de l'autre côté, on va aller toujours plus loin en étant toujours plus vertueux. Et comme l'a rappelé Thierry, en signant toujours plus d'accords de libre-échange. Aujourd'hui, un accord de libre-échange, la partie commerciale, elle ne relève que de la compétence de l'UE. Donc c'est l'UE qui décide simplement à majorité si, oui ou non, on fait rentrer tel quota d'importation et selon quelles conditions les États membres n'ont plus leur mot à dire. Là, il y a un chiffre très simple de cette mesure qui a permis effectivement de faire rentrer beaucoup plus d'urée en Europe. Les importations ont été multipliées par 2. Donc les importations d'urée en Europe ont doublé entre septembre 2022 et puis la période actuelle. C'est un engrais beaucoup plus polluant. C'est vrai. Et on est dans un état d'ébriété parce que le président de la République, il va aller dans les allées, il va prononcer 40 fois le mot souveraineté alimentaire. Tout le monde parle de ce besoin de développer l'agriculture et on a l'impression qu'il y a un ventre mou qui fait qu'on ne passe pas aux actes. Pourquoi ? Parce qu'il faut arriver à gérer d'un côté cette ambition d'aller vers une transition environnementale et de l'autre côté le consentement à payer de l'utilisateur final, du consommateur final de nos produits alimentaires qui est de plus en plus limité, notamment en période inflationniste. Le consommateur n'a pas les moyens de payer l'alimentation qui est réclamée par le citoyen. Et nos politiques répondent aux demandes du citoyen et après se disent « Ah oui, mais ça ne va pas aller au niveau de la consommation ». Mais ça, j'avais l'impression que c'était avant la guerre en Ukraine. Là, quand même, on s'est rendu compte qu'il se passe quelque chose. Oui, mais la notion de souveraineté n'est pas forcément perçue ni définie de la même façon d'un État membre à un autre. Parce que si c'était le cas, ça voudrait dire qu'on aurait peut-être franchi un pas vers une Europe fédérale. Or, en matière de souveraineté, quelle est la part de pouvoir qu'on est capable de léguer à la Commission sur ce terrain de la souveraineté? Existe-t-il une souveraineté européenne, notamment dans le domaine alimentaire? C'est loin d'être évident. Il y a quand même toute une partie d'États membres du Nord qui sont de tradition libre-échangiste, qui ne savent pas trop comment se comporter vis-à-vis de la souveraineté. La souveraineté alimentaire en France correspond aussi à son histoire, c'est-à-dire un interventionnisme relativement conséquent. Donc c'est pas étonnant que ça vienne de France et que ça soit porté par le président de la République d'une certaine façon. Mais de là à ce que ça soit partagé par l'ensemble des États membres, on est encore avec une marge de progression considérable. Alessandra. Et il y a aussi un historique où les citoyens français et européens imaginent qu'on est toujours à l'ère de la surproduction, qu'on est toujours à l'ère des excédents, qu'on peut réduire fortement notre production sans que ça pose problème. Les gens n'ont pas conscience des taux d'importation dans notre consommation, de à quel point notre alimentation est de plus en plus d'origine importée et que cette alimentation qui est importée ne correspond absolument pas aux standards que nous on exige sur le sol français et européen. Ils n'ont absolument pas conscience de la différence, à quel point on a un niveau d'exigence supérieur. C'est catastrophique, mais c'est une prise de conscience à faire. Mais au niveau européen, vous prenez les députés de la commission agriculture face aux députés de la commission environnement, ils parlent absolument pas le même langage, ils ne se comprennent pas. Alors si on part du principe qu'on est dans un état de guerre mondiale sur lequel il faut faire un effort de guerre alimentaire, est-ce qu'on en a les moyens? Je sais pas, est-ce qu'on a la main-d'œuvre pour développer rapidement l'agriculture? Le premier défi, en tout cas pour la France, on sait qu'il y a 50% des agriculteurs qui vont prendre leur retraite dans les 10 ans qui viennent, c'est d'avoir
Sébastien Abyss dit qu'il faut dessiner la cartographie de la France agricole de 2030 puis de 2050, c'est-à-dire qu'il faut définir où on veut aller. Et puis les efforts de recherche, accélérer sur la formation, sur le renouvellement des générations, peut-être avoir une loi foncière comme le demandent certains. En tout cas, l'agriculture, c'est du temps long, on l'a oublié, et sans ce temps long, sans cette définition d'un grand projet agricole, on n'avancera pas. Thierry? Il y a effectivement une lourde contrainte sur le renouvellement des générations, mais il me semble que le contexte actuel est assez porteur pour rendre attractif le métier d'agriculteur, parce qu'il y a des défis tellement importants et tellement honorables à relever que ça peut permettre, justement, si on leur donne un certain nombre de moyens et si on assure des conditions, ça peut permettre à des jeunes générations d'être attirées par le métier et donc d'amorcer un certain processus de renouvellement de ces générations. Oui, Nicolas? Ouais, sur la question des engrais, les technologies existent, on sait les décarboner, ça veut dire électrifier finalement la production. Si les engrais consommés par les agriculteurs français devaient être totalement électrifiés demain, ça représente 6% de la consommation électrique française. Donc dans l'absolu, c'est technologiquement possible et c'est raisonnable, semble-t-il, si on met les bonnes priorités. Maintenant, sur cet aspect, il faut aussi l'accompagnement de l'État pour des électrolyseurs, pour de la puissance électrique installée. C'est un effort qui va bien au-delà des sociétés privées que nous sommes. Alessandra, pour conclure, il faut faire prendre conscience aujourd'hui à nos dirigeants qu'il y a besoin d'accélérer sur la politique de stocks, de libérer la production à court terme intensive pour être capable de pouvoir répondre à une éventuelle crise alimentaire? C'est complètement vrai. Si on prend la notion de stock, pour le gaz, on a obligation d'avoir 90 jours de stock dans chaque pays membre de l'UE. Pour l'alimentation, on n'a aucune obligation équivalente, ce qui fait qu'au niveau européen, on doit avoir quelques semaines de stock stratégique en blé, enfin de stock global en blé, alors que la Chine, elle a 1 an d'avance. 1 an de stock. Ça vous donne une idée du gap, et les États-Unis sont à un niveau intermédiaire. On a vraiment besoin de reprendre conscience des priorités. On a eu très peur pendant le Covid, c'est là qu'on s'est repenché sur la relocalisation de l'alimentation, etc. Maintenant, quand les chaînes logistiques ont repris leur cours, on a très vite oublié que l'alimentation est une affaire de proximité et que si la machine est grippée d'un point de vue logistique, que ce soit à cause du coût des énergies du transport ou à cause de contraintes logistiques, on risque d'avoir des réelles pénuries. Pour l'instant, elle ne les a pas vraiment vu venir, mais ça peut arriver. Elles sont pas loin. Alessandra Kirch, merci beaucoup. Thierry Pouche, merci d'être venu. Nicolas, merci beaucoup. Et puis Patrice, merci d'être ici avec nous pour ce débat. Et je vous dis merci aussi. Plus largement des intrants agricoles. Question financière dans un premier temps. À votre avis, derrière, pourquoi La situation de l'élection du président Macron est assez... agricole se prépare